Bonjour et bienvenue à tous. Cet atelier permettra de comprendre et de voir concrètement comment utiliser le matériel de manipulation pour une compréhension du raisonnement géométrique et des positions de déplacement. Aussi, des exemples de résolution de situations problèmes à l'aide de matériel de manipulation seront présentés. Des liens seront faits avec la ressource en avant les maths. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Michelle Pinsonneau et je suis la conseillère pédagogique en numératie de la 7e à la 12e année pour le Conseil scolaire catholique Providence. Dans son livre « Grandes idées pour l'enseignement des mathématiques », Marion Small explique que les équations et les formules mathématiques permettent d'utiliser des mesures faciles d'accès pour connaître des mesures plus difficiles d'accès. Par exemple, il n'est pas évident de mesurer l'aire d'un cercle. Cette mesure n'est pas facile d'accès, particulièrement lorsqu'on le compare à l'aire d'un carré. Cependant, en manipulant le cercle à l'aide de matériel et d'outils, nous pouvons constater une relation entre l'aire et la mesure du rayon. Cette relation, représentée par une formule, nous permet de calculer l'aire d'un cercle à l'aide d'une mesure facile d'accès, son rayon. Ainsi, le matériel de manipulation nous permet d'utiliser des objets concrets ou numériques pour explorer. En géométrie, ces explorations nous amènent à identifier des propriétés des formes et des transformations, ce qui nous permet d'accéder plus facilement à des informations et à des mesures pour résoudre des problèmes mathématiques et des problèmes de la vie quotidienne. Comme tout outil, le matériel de manipulation et les outils de mesure et de construction peuvent être utilisés à différentes fins et ils ont leurs avantages et leurs limites. C'est en utilisant le matériel et les outils à plusieurs reprises et dans différents contextes que nous développons une appréciation de ceux-ci et que nous développons la capacité de sélectionner les technologies, les outils et les stratégies appropriées pour effectuer des tâches mathématiques particulières, étudier des idées mathématiques et résoudre des problèmes. Commençons en prenant connaissance de quelques outils et du matériel utile pour l'enseignement et l'apprentissage du raisonnement géométrique et spatial. Le géoplan, qui est un outil mathématique qui se compose d'une planche carrée sur laquelle sont disposés des piquets ou des clous en rangée et en colonne, autour desquels des élastiques peuvent être tendus pour créer diverses formes. Le mira, un miroir en plastique rouge translucide, idéal pour explorer la réflexion et la symétrie. L'horloge. Ce cadran muni d'aiguilles qui indiquent l'heure se sert comme point de référence pour les rotations des figures et des formes. Du papier calque, un papier transparent qui permet de tracer des images des figures. Une trousse de géométrie comportant une règle, un rapporteur, une équerre et un compas. Et des crayons de couleur. Pour les situations problèmes que nous allons voir aujourd'hui, le rouge et le vert sont les crayons de couleur que nous allons utiliser. Au matériel de manipulation et des outils concrets s'ajoutent le matériel et les outils numériques. Les logiciels de géométrie dynamique offrent des environnements géométriques et l'ensemble des outils qui permettent d'explorer de façon interactive les propriétés des objets géométriques en effectuant des opérations de nature géométrique, par exemple, construire et déconstruire des formes et effectuer des transformations géométriques. Prenons une minute pour se familiariser avec les outils numériques de Polypad et GeoGebra. Polypad est un terrain de jeu mathématique virtuel rempli d'outils uniques qui permettent aux élèves de jouer et d'explorer. Polypad est entièrement gratuit, ne nécessite aucune connexion ni installation et fonctionne sur tous les appareils et navigateurs. Une simple recherche du mot Polypad vous donnera le lien à cette page d'accueil. Alors, nous allons y accéder. Et la première chose que je vais faire, c'est changer la langue. Et vous allez voir à gauche que vous avez une menu qui a les différents domaines. Sous chaque domaine, ce sont les outils qui ont rapport avec ce domaine. Et à la droite, il y a d'autres menus
Alors, on a différentes grilles et affichages. Et en bas, on a même un troisième menu pour ajouter des zones de texte, des outils de construction, de dessin pour changer la couleur et pour le curseur. Donc, on va commencer à regarder juste à quelques formes. Donc, on peut juste glisser les formes sur la page. Et je vais commencer avec genre dallage. Donc, si je mets ces trois formes, je peux les mettre en surbrillance. Et même sur le clavier, il y a un raccourci. Tu cliques le C et ça va copier tout ce que tu viens de faire. Donc, je peux le faire encore, copier une autre fois. Et je peux facilement créer beaucoup de dallages à une fois. Donc, ça, c'est un outil qui peut être intéressant. Il y a aussi l'habileté de couper des figures. Donc, je vais juste agrandir pour être capable de mieux voir ce trapèze. Et vous pouvez voir ce qui apparaît, c'est le mot couper dans le menu. Alors, si je coupe le trapèze, j'ai un autre morceau que je peux retourner et faire une rotation et voir que le trapèze devient un rectangle si je coupe ce morceau-là. Donc, les élèves peuvent s'amuser à voir quelle forme qu'ils peuvent créer lorsqu'ils déconstruisent des formes. On peut aussi créer nos propres formes. Donc, voici un rectangle et en tirant en bas à droite, le rectangle change de dimension, mais il demeure toujours un rectangle. On peut faire la même chose avec des pentagones réguliers et des cercles. Celui qui est personnalisé commence avec 5 sommets, mais vous pouvez changer le nombre de sommets. Donc, si je voulais seulement un quadrilatère, si je clique sur un sommet, ça disparaît. Et maintenant, je peux déplacer les sommets pour créer d'autres quadrilatères. Si je voulais ajouter des sommets, je clique à quelque part sur les lignes et ça va m'ajouter différents sommets. Donc, les élèves peuvent s'amuser aussi à se créer différentes figures. Je peux fixer les sommets et maintenant la figure, je ne peux plus déplacer les sommets et je peux faire des rotations ou le retourner et ainsi de suite. L'autre chose qui est intéressante sont les outils de construction. Donc, je peux prendre une ligne comme ceci et je pourrais tracer l'angle. Donc, si je clique sur les trois sommets comme ça avec l'outil angle, j'ai maintenant un angle qui apparaît et je peux bouger les sommets de ma droite pour être capable de voir ce qui se passe avec l'angle. Il y a aussi des étiquettes qui peuvent être ajoutées. Donc, en ajoutant symbole d'argent avec A. Oh, c'est pas celui-là. Donc, je dois c'est pas le A, c'est le D, excuse, pour degré. Donc, je mets maintenant les degrés qui apparaissent. Donc, je peux bouger. Je peux même prendre une autre figure et je pourrais placer les sommets de mon angle sur la figure pour avoir une idée de les angles qui composent cette figure-là. Je peux, avec ce même outil de ligne, tracer différentes formes et faire des choses qui sont semblables. Donc, je peux déplacer les sommets. Je peux aussi, à cette forme, ajouter des angles, comme j'ai ici. Et je pourrais utiliser les étiquettes pour démontrer l'angle. Et je peux aussi ajouter des étiquettes au segment. Donc, si je clique sur étiquette et je mets le symbole d'argent avec D. Oh, ce n'est pas D, j'oublie toujours, je dois le refaire. Donc, c'est L pour longueur, voilà. Avec le L, je sais que c'est une mesure de 5 et ça correspond à la grille que j'ai à l'arrière-plan. Et si je bouge un sommet, c'est la longueur qui va bouger aussi. Donc, autres choses qui sont ici sont des instruments de mesure de géométrie. Je peux sortir une règle et je confirme avec la règle que oui, c'est bien 6 degrés. Et peut-être je veux me pratiquer à mesurer des angles. Donc, je peux voir que cet angle ici semble être 45 degrés. Donc, tout un ensemble d'outils pour explorer les figures et les transformations. Et on va voir d'autres lorsqu'on aborde nos situations problèmes. GeoGebra est un autre logiciel de géométrie dynamique
qui regroupe plusieurs calculatrices et applications gratuites pour les mathématiques. Alors, explorons. Voici, la calculatrice de géométrie permet de construire des angles, des lignes, des cercles et des polygones. Mais ce qu'il permet de faire avec beaucoup d'aisance, ce sont les transformations. Donc, lançons l'application et regardons voir comment on peut effectuer des transformations avec GeoGebra. Une fois dans la plateforme, vous allez trouver à la gauche vos outils et à la droite un symbole pour les paramètres. À partir des paramètres, on peut afficher des axes pour créer un plan cartésien. On peut aussi afficher la grille. Je vais commencer avec un quadrillage principal. Et avec juste les outils de base, on peut créer des polygones, des segments, des droites ou des points. Je vais commencer avec un polygone. Il suffit de juste cliquer où on veut nos sommets pour afficher un polygone. Donc, j'ai dit que je voulais parler des différentes transformations. Donc, je vais commencer avec les translations. Et pour une translation, on a besoin d'un vecteur. Donc, si je voulais déplacer ce polygone vers la droite et vers le bas, je peux indiquer à partir d'un vecteur. Et je vais choisir dans Transformation, Translation. Il me dit même, clique l'objet à déplacer, puis deux vecteurs qui sont créés ou deux points non créés. Je l'ai déjà créé. Donc, si je clique le polygone et ensuite le vecteur, j'ai la translation qui se fait et même les sommets sont indiqués avec le A', B', C'. Donc, ça, c'est comment je peux faire une translation. Je peux aussi effectuer une rotation. Donc, je vais juste reprendre mon curseur. C'est quelque chose qu'il faut rappeler de se faire parce que ça garde en tête l'outil que tu as en main. Il faut changer d'outil. Donc, je vais mettre le curseur. Et cette fois-ci, je vais aller avec rotation. Et ça m'indique cliquer l'objet à tourner et un centre de rotation. Donc, si je clique l'objet et je veux que mon centre de rotation soit C, je clique C et ça va me demander quel angle et dans quelle direction. Je pense qu'on va faire 180 degrés dans le sens horaire. Et il vient de subir cette rotation. Et encore une fois, j'ai les indications des sommets A', B', C'. Je peux aussi faire des réflexions, mais il va falloir que je commence avec un axe de réflexion. Donc, je vais faire la réflexion de celui-ci et je vais lui changer de couleur, comme on peut faire en cliquant dessus, juste pour lui mettre en évidence. Je vais mettre un segment ici qui va devenir mon axe de réflexion. Et de la même façon, je peux même changer la couleur de mon axe. Moi, j'aime l'avoir en rouge parce que ça me fait penser à un mira. Donc, on peut changer cette couleur-là. Et nous allons choisir la transformation de symétrie axiale. Donc, je vais cliquer sur celui-là et ça me dit que je clique l'objet et ensuite l'axe de symétrie. Donc, je clique l'objet et mon axe de symétrie. Et je peux voir maintenant la réflexion qui a été faite par rapport à cet axe et aussi que mes sommets deviennent le A', parce que c'est l'image de la figure. Donc, ça préserve même l'indication des sommets. Donc, GeoGebra, super facile pour explorer les translations, les rotations et les réflexions. Regardons maintenant comment nous pouvons utiliser ces outils pour développer une compréhension du raisonnement géométrique chez nos élèves. Comme expliqué dans l'introduction, nous allons utiliser des exemples de résolution de situations problèmes de la ressource En avant les maths. Vous pouvez trouver les situations problèmes utilisées aujourd'hui sur le site web enavantlesmaths.e-a-v.ca. Les propriétés des figures planes. Voici des activités de mise en contexte liées aux propriétés des figures planes de la 4e, 5e et 6e année. Afin de pouvoir remplir ces tableaux et utiliser les propriétés pour résoudre des problèmes, les élèves ont besoin de comprendre les termes et d'avoir des stratégies pour vérifier les propriétés. Lors des situations d'apprentissage, utilisons le géoplan, Polypad et le Mira et des questions ouvertes
pour aider nos élèves à reconnaître et à développer une compréhension des propriétés des figures planes. La première question sera à résoudre à l'aide du géoplan. Et donc, la question est, une figure a deux paires de côtés congrus. Quelle est cette figure? Ensuite, je donne les géoplans et des élastiques aux élèves et je les laisse explorer, essayer de construire une figure qui a deux paires de côtés congrus. Une fois qu'on a toute une gamme de différentes figures, on peut les regarder. Est-ce qu'il y a certaines figures qui sont très semblables? Est-ce qu'il y a d'autres figures qui sont très différentes? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont semblables ou différentes? Et on peut ajouter du vocabulaire pour être capable de bien identifier les propriétés. Par exemple, si je regarde cette série de figures, je remarque que j'ai certaines figures qui ont différents nombres de côtés. Et je peux dire que j'ai d'abord des pentagones, j'ai des hexagones et j'ai des quadrilatères. On peut parler des angles, que certains ont des angles droits, certains ont des angles aigus ou obtus. On peut parler du fait que certains des figures ont des côtés congrus qui sont opposés, tandis que d'autres ont des côtés congrus qui sont adjacents. On peut parler du fait que certains sont concaves et que certains sont convexes. Donc, beaucoup qu'on peut faire ressortir avec cette activité. Parce que je vise plutôt la quatrième année et les rectangles et les carrés, je vais ensuite parler des quadrilatères. Alors, je vais demander par la suite, combien de différentes formes ou figures pouvez-vous créer qui ont deux paires de côtés opposés qui sont congrus? Et je laisse les élèves explorer de nouveau à l'aide du géoplan. Voici des quadrilatères ayant deux paires de côtés opposés congrus que les élèves auraient pu dessiner. Et c'est ici où on peut les classer même plus par rapport à leurs propriétés. Donc, on peut voir qu'il y a certaines figures où tous les côtés sont congrus et d'autres où c'est seulement les paires qui sont congrus. Et on a certaines figures où tous les côtés sont des angles droits et d'autres où les côtés sont des angles sont des angles obtus ou aigus. Et donc, je me rapproche à l'idée de carré et de rectangle. Regardons à une deuxième question avec Polypad. Dans Polypad, on pourrait investiguer combien de différentes façons il y a de construire des carrés et des rectangles. Donc, la façon plus facile, c'est d'aller à Polygone et Forme et de choisir les mosaïques de carrés et de rectangles. Et voilà, j'ai déjà deux. Une autre façon, c'est de prendre les tuiles de forme qui sont personnalisées. Donc, celui de rectangle, si je tire le sommet, bien que les dimensions changent, ça préserve les propriétés d'un rectangle. Si je prends un autre rectangle, je vais changer celui-ci de couleur pour voir la différence. Ici, je pèse sur mon clavier le Shift et je le garde pesé et je tire. Maintenant, les dimensions changent et c'est un carré toujours. Donc, je pourrais faire un carré, le dupliquer, pèse sur Shift encore, un autre carré, dupliquer, pèse sur Shift encore, un autre carré, et je peux créer toute une série de carrés de cette façon-là. L'autre façon serait de prendre la figure qui est personnalisée, et parce que je veux des angles droits, je vais mettre le quadrillage à l'arrière-plan. Et je peux utiliser la grille pour mettre les sommets pour créer un rectangle. Et je pourrais faire toute une série de rectangles à l'aide de la forme personnalisée et le quadrillage. Je peux aussi aller voir les propriétés des lignes. Donc, cette fois ici, on va utiliser les outils de construction. Je vais juste créer une ligne pour commencer. Et cette fois ici, je vais faire pas droit, mais je vais faire un rectangle qui est sur un angle, alors qui a subi une rotation. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Et lorsque je le clique, je veux tracer une droite qui est parallèle. Et je vais avoir une droite qui est parallèle à celui-là, qui est super. Et ensuite, je veux une droite qui est perpendiculaire. Alors, j'ai un autre. Et pour terminer, j'ai besoin d'une droite qui est parallèle à celui-là. Donc, maintenant, j'ai deux droites parallèles qui sont aussi perpendiculaires. Et je peux prendre l'outil personnalisé et le mettre sur les sommets. Assurer que c'est bien sur les sommets.
peux le changer de couleur et fixer les sommets. Et maintenant, j'ai un autre rectangle. Maintenant, si je ne suis pas certaine si c'est bien un rectangle, ce que je pourrais faire, c'est sortir mes outils de mesure. Donc, je peux aller ici, instrument de géométrie, prendre la règle et mesurer les côtés. Et je pourrais aussi vérifier si ce sont des angles de 90 degrés. Donc, beaucoup de façons qu'on peut utiliser les propriétés et les outils à Polypad pour construire une variété de carrés et de rectangles. Une autre propriété pertinente à la 6e année qu'on peut explorer avec Polypad, c'est l'ordre de symétrie de rotation. Et ça, c'est le nombre de fois qu'une figure coïncide avec elle-même à l'intérieur d'une rotation de 360 degrés, y compris la position de départ ou d'arrivée. Donc, je peux prendre des figures, les construire, dupliquer, et au lieu de changer la couleur, je vais changer la transparence. Donc, c'est ce bouton-là, et je glisse où c'est A, et ça change la transparence. Donc, j'ai deux figures congrues. Une figure qui est transparente, je les superimpose, et ensuite, je peux faire la rotation. Et je peux suivre la rotation parce que l'angle est affiché. Donc, je m'assure de ne pas faire plus qu'une fois. Donc, voilà, une fois que c'est superimposé et la deuxième fois qu'il coïncide. Et donc, l'ordre de symétrie de rotation d'un rectangle est de 2 ou de cette figure aussi. Et je peux prendre une carte de nombres pour l'indiquer. Alors, les élèves pourraient faire les rotations 1, 2, 3, 4. Alors, celui-ci a un ordre de rotation de 4 et placer les nombres qui correspondent à cet ordre. Et une dernière question qui peut être explorée à l'aide du Mira. J'ai un groupe de carrés et un groupe de rectangles. Combien de rectangles et combien de carrés faut-il pour créer le même nombre d'axes de symétrie chez les deux groupes? Pour résoudre ce problème, les élèves pourraient créer un ensemble de carrés et de rectangles et d'examiner les propriétés de la symétrie à l'aide d'un Mira. Construire des triangles. Des situations problèmes que les élèves de la 5e ont à résoudre sont au sujet des types de triangles et de leur construction. Par exemple, construire un triangle ayant 3 angles de 60 degrés et des côtés mesurant 3 cm. Afin de résoudre ce problème, les élèves ont besoin de connaître les propriétés des triangles et avoir des stratégies pour la construction. Explorons deux outils qui peuvent appuyer l'enseignement des propriétés des triangles, le GeoPlan et GeoGebra. Comme avec les quadrilatères, les élèves peuvent utiliser les géoplans pour créer divers triangles et ressortir les propriétés et les différents types. Par exemple, j'ai quelques triangles qui ont un angle aigu, des angles obtus et un angle droit. Donc ici, j'ai un triangle rectangle. Mais avec les 5e, on pourrait les mettre au défi de cibler un de leurs triangles et de construire un triangle congru sur du papier. Pour construire un triangle congru, les élèves vont devoir réfléchir à quelles mesures qu'ils ont besoin et la quantité d'informations qu'ils ont besoin. Est-ce que c'est suffisant d'avoir un angle, deux angles? Est-ce qu'il faut avoir la mesure de tous les 3 côtés? Et à quel outil utiliser? Donc, il serait bien d'avoir à la disposition des élèves un équerre, une règle, un rapporteur et bien sûr quelque chose pour écrire. Donc, par exemple, je remarque que j'ai un triangle rectangle et que mon équerre a aussi un angle de 90 degrés. Donc, je pourrais juste les superimposer et prendre les mesures des deux côtés. Donc, 65 mm ici et 75 mm de l'autre côté. Je place mon rapporteur à plat et je trace les deux côtés, 65 et 75. Et ensuite, je relie les deux côtés. Et là, j'ai un triangle qui est congruent, qui comporte déjà un angle droit. Pour les autres triangles, toutefois, il va falloir que l'élève remarque que l'écart ne serait pas suffisant. Il va falloir prendre le rapporteur pour mesurer les mesures des angles et utiliser les règles pour les mesures des côtés.
Cette deuxième activité est conçue pour explorer comment les cercles et les arcs peuvent appuyer la construction des triangles. Et ça va me permettre une occasion de sensibiliser les élèves à quelques outils de GeoGebra. Comme enseignante et enseignant, si on s'inscrit à GeoGebra, on peut préparer et sauvegarder une activité et la partager aux élèves. C'est ça que j'ai fait ici. Je vais leur expliquer que la lanceuse au milieu se pratique à lancer des balles à ses coéquipiers. La tâche pour eux, c'est d'ordonner les joueurs du plus proche à la lanceuse au plus loin de la lanceuse. Suite à une discussion en petit groupe, je vais montrer aux élèves comment vérifier leurs idées. Donc, en prenant un segment qui part de la lanceuse à un des joueurs, on peut cliquer sur le segment et le bouton AA et afficher la valeur pour voir la valeur. Et on peut continuer avec tous les joueurs pour afficher la valeur. Et ce que les élèves vont remarquer, c'est que chaque joueur a la même distance. Ensuite, je vais leur demander s'il est possible de tracer un cercle qui passe par tous les joueurs. Donc ici, les élèves peuvent prendre l'outil du cercle et placer un cercle n'importe où. Je vais le mettre sur la lanceuse et l'ouvrir pour voir si cela est possible. Et oui, c'est possible de tracer un cercle qui passe par tous les joueurs. Et la lanceuse est au centre. À partir d'ici, on peut voir la discussion du fait que n'importe quel segment qui passe du centre d'un cercle à un point sur la circonférence, ils sont tous congrus dans un cercle et c'est le rayon. Et en connaissance de ci, on peut utiliser ces informations et des cercles et des arcs pour construire divers triangles. Par la suite, on pourrait demander aux élèves d'utiliser l'outil de cercle et de segment pour dessiner différents types de triangles et de vérifier les longueurs afin de s'assurer d'avoir le bon type construit. Alors, nous reprenons la question et avec la question, nous devons construire deux triangles et on va faire le premier. Le premier, c'est un triangle de 3 angles de 60 degrés et 3 côtés mesurant 3 cm. Donc, l'élève a plusieurs options. Il peut utiliser la règle et le rapporteur, mais nous allons utiliser la règle et le compas. Donc, pour le faire, l'élève doit reconnaître que le triangle A est un triangle équilatéral acutangle parce qu'il a 3 côtés congrus et donc les 3 angles sont aussi congrus. Et donc, à l'aide d'une règle, on va commencer en traçant une ligne qui sera la base de mon triangle. Ensuite, je vais prendre mon compas et je vais l'ouvrir la largeur de 3 cm, qui est la même que cette ligne ici. Et ça va me permettre de tracer soit tout un cercle ou un arc qui aura un rayon de 3 cm. Donc, je place la pointe sèche à une extrémité de la base et je trace mon arc. Et je le place à l'autre extrémité de la base et je trace un deuxième arc qui va faire intersection avec le premier. Maintenant, le point d'intersection sera le sommet de mon triangle. Je prends la règle et je joins le sommet de ce triangle avec l'extrémité de la base des deux côtés. Ensuite, je prends ma règle et je vérifie que tous les côtés sont de 3 cm. Et c'est le cas. Et je vais noter avec une ligne que les côtés sont congrus. Ensuite, je vais vérifier la mesure des angles, qu'ils sont tous 60 degrés. Et c'est le cas. Et donc, je vais indiquer l'angle aussi. Situer, lire et décrire des déplacements dans le plan cartésien. Avant de présenter des stratégies formelles, il est bien d'engager les élèves dans des activités contextualisées. Par exemple, jouer à bataille navale, situer des villes sur une carte géographique ou créer des jeux de poursuite avec un logiciel de programmation. Ensuite, cette situation permet aux élèves de découvrir, d'expliquer et de partager les stratégies utilisées. Voici 2 exemples de stratégies. Prenons crayon rouge et vert. La tâche est de situer l'indice qui se trouve en dessous du sapin à l'aide de coordonnées. Stratégie 1, c'est de situer les coordonnées à l'aide de déplacements.
Je détermine les coordonnées du sapin à partir du point d'origine. J'effectue les déplacements de l'axe de X ou les déplacements horizontaux avec mon crayon vert et il y a 8 déplacements. Et ensuite, les déplacements verticaux ou selon l'axe des Y avec mon crayon rouge. Et il y a 7 déplacements. Ensuite, je note les coordonnées en mettant les coordonnées selon l'axe des X ou les déplacements horizontaux en premier, suivi par la coordonnée selon l'axe des Y ou le déplacement vertical en deuxième. Stratégie 2, c'est de situer les coordonnées à l'aide d'échelles sur les axes. Je prends mon crayon vert et je le situe sous le sapin. Ensuite, à partir du sapin, je fais une ligne droite vers le bas pour déterminer les coordonnées X. Ensuite, à partir du sapin, encore une fois, je trace vers la gauche pour déterminer la coordonnée Y. Les coordonnées sont 8, 7. Avec Polypad, nous pouvons montrer aux élèves comment créer des activités autodirigées afin de s'exercer à situer des coordonnées dans le plan cartésien. On ajoute un plan cartésien et une table de valeurs qui se trouve sous Algèbre. Et ensuite, on choisit une forme. J'ai choisi un triangle et on ajuste la transparence de la forme. Ensuite, l'élève peut copier la forme en cliquant C sur son clavier et en le plaçant à différentes places dans le plan cartésien. Ensuite, l'élève peut remplir la table de valeurs avec les coordonnées des formes qui sont dans le plan. Donc, ce coordonnée serait un 6. Lorsque je mets un 6 dans la table de valeurs, un point s'affiche à cette place-là et ainsi, je peux vérifier que j'ai bien écrit le coordonnée. Si, par exemple, je cherchais 4, 5, mais au lieu, je mets 5, 4, je peux voir que mon point est allé ici. Ce n'est pas ça que j'avais anticipé, donc je sais que j'ai fait une erreur et je peux me vérifier. Ce plan cartésien est aussi, on a la capacité de changer le plan pour ajouter des cadrans. Donc, on peut ajouter les 4 cadrans pour permettre aux élèves en 5e ou en 6e de travailler dans différents cadrans du plan cartésien. Et voici une activité de la 6e année où nous devons décrire les effets d'une translation sur les coordonnées de la figure initiale et de l'image. Regardons comment on peut faire les translations et voir les coordonnées à GeoGebra. Pour résoudre ce problème, et comme j'ai montré plus tôt dans la vidéo, j'ai ajouté un polygone à GeoGebra et j'ai ajouté un vecteur qui représente la translation, donc de 3 vers la gauche. Vous pouvez aussi voir que j'ai importé une image, ce qui est possible à GeoGebra. Donc, j'ai pris une capture écran de la question et à partir de Média Images, j'ai importé la question pour que ça soit directement devant mes yeux pendant que je travaille. J'ai aussi ajouté les coordonnées à chaque point et pour le faire, tu cliques sur le point. Oh, tu dois retourner à déplacer. Tu cliques sur le point et tu affiches la valeur et maintenant, tous mes coordonnées apparaissent. Je vais ensuite effectuer la translation. Donc, je clique Translation, l'objet et le vecteur. Et maintenant, j'ai l'image de la figure avec tous les coordonnées de l'image. Et donc, l'élève peut faire la comparaison entre les coordonnées de la figure, 1, 1, et les coordonnées de l'image. Et pourra remarquer d'abord que tous les Y restent les mêmes et tous les X diminuent par 3. La beauté de GeoGebra, c'est que lorsque je recherche ces régularités, je peux faire toute une série de translations dans différentes directions avec beaucoup d'aisance et beaucoup de rapidité pour que ces régularités deviennent de plus en plus évidentes. Et pour noter la description de l'impact sur les coordonnées, l'élève peut insérer une boîte de texte, noter l'impact, cliquer sur Annuler et il va avoir cet impact sur son plan. Prédire le résultat et effectuer des réflexions dans le plan cartésien. Lorsque l'élève s'initie à des résolutions de problèmes de réflexion,
comme celui-ci, il peut utiliser le Mira pour tracer les réflexions. Pour le faire, on place le Mira sur l'axe de réflexion et ensuite, on regarde à côté et on place les points au sommet de l'autre côté. Et on ajoute les noms des sommets aussi. Une fois qu'on a les sommets, on peut les relier à B, C, D, E, F, de retour à A pour avoir la figure. Maintenant, l'important, c'est aussi de faire remarquer aux élèves à plusieurs reprises les propriétés d'une réflexion. Et ça, c'est que lorsqu'on relie deux points, par exemple D et D, ils sont perpendiculaires à l'axe de réflexion et équidistance. Donc, la distance de D à l'axe est la même distance que la distance de D de l'image à l'axe. Donc, il y a une équidistance et que les deux figures sont congrues et du côté opposé de l'axe de réflexion. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut que les élèves retiennent. Mais pour commencer, ou lorsqu'on commence avec des réflexions obliques, l'élève peut certainement utiliser le Mira pour être capable de les dessiner, pour être capable de voir ses propriétés. Et quelques idées pour l'utilisation de GeoGebra avec les réflexions, c'est de faire des prédictions. Donc, celui-ci, j'ai tracé un polygone et un segment qui devient mon axe. Et ensuite, j'ai tracé un deuxième polygone qui est ma prédiction. J'ai changé la couleur pour le mettre en évidence. Donc, c'est pas super évident que ma prédiction va être bonne parce que, comme vous voyez, j'ai une axe de réflexion oblique et ça fait que les distances ne sont pas toujours très claires. Donc, je fais une prédiction. Ensuite, je peux effectuer la transformation en cliquant symétrie axiale et je peux voir que j'étais proche, mais pas exactement là. Suite aux prédictions, je peux me lancer à vraiment les construire à l'aide des propriétés et des outils. Donc, je sais que j'ai besoin des droites perpendiculaires. Donc, je vais aller chercher l'outil de perpendiculaire et je clique sur l'axe et ça va me donner une ligne de référence que je vais mettre à B. Et maintenant, je sais que n'importe quoi que je place sur cette ligne va être perpendiculaire à l'axe de réflexion. Et je sais que ça doit être équidistance, donc je vais aller prendre un segment et le placer BG et déterminer la longueur en affichant la valeur, et c'est de 2,4. Et ensuite, je peux tracer un segment de longueur donné. Donc, je vais cliquer sur G. Je veux que ça soit de 2,4 de longueur. Et maintenant, j'ai un segment 2,4 de longueur. Mais ce n'est pas à la bonne place. Donc, je vais juste la déplacer pour que ça soit en ligne avec mon axe, avec ma droite perpendiculaire. Et bien sûr, je peux le renommer parce que ça sera mon B', pour ne pas me confondre, tout comme j'ai déjà fait celui-ci, et ça serait mon A'. Et je peux continuer ainsi de suite et ensuite utiliser le polygone pour tracer le polygone A', B', C'. L'autre chose qu'on a vue, c'est l'utilisation des arcs et des cercles parce que je sais que ça me donne des longueurs équidistantes. Donc, je pourrais encore prendre le perpendiculaire ici. Alors, j'ai besoin perpendiculaire à C, mais au lieu du segment et de créer deux segments qui sont la même longueur, je peux aller utiliser un cercle qui touche à C. Et maintenant, je sais que la distance de H à C va être la même distance ici. Et donc, je peux placer le point sur ma perpendiculaire équidistance à l'aide du cercle et je le renomme C'. Oups. Excuse, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. C'. Voilà. Et maintenant, avec le polygone, je peux relier A, B, C et de retour à A et j'ai la réflexion. Prédire les résultats et effectuer des rotations dans le plan cartésien. Voici une mini-leçon de la 5e année pour les rotations. Pour être capable de le faire, les élèves ont besoin de comprendre l'emplacement du centre de rotation, la mesure de la rotation
et le sens de la rotation. Selon le GEM, l'utilisation de l'horloge est une stratégie efficace pour aider les élèves à développer le sens des fractions de tour. On peut demander aux élèves de commencer à 12 heures et représenter une rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. L'élève bouge d'abord l'aiguille des minutes pour démontrer une rotation de 90 degrés. L'aiguille des heures représente la direction initiale et les minutes la direction après la rotation. Les élèves peuvent faire le lien entre la fraction de tour et la grande aiguille d'une horloge, le nombre de minutes et le nombre de degrés. Ainsi, une rotation d'un quart de tour de la grande aiguille correspond à 15 minutes ou à 90 degrés. Et donc, on peut leur demander de commencer à différents nombres, par exemple à 8, et d'effectuer une rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si l'élève comprend que c'est 15 minutes, ils peuvent bouger l'aiguille de minute 5, 10, 15 pour créer l'angle droit de 90 degrés, qui n'est pas toujours évident lorsque c'est en diagonale. Et lorsque les élèves avancent, ils doivent faire des rotations de 60 degrés ou de 45 degrés. Faire le lien avec l'horloge leur permet de faire des prédictions avec plus d'efficacité. Et encore, je peux utiliser GeoGebra pour effectuer des rotations et utiliser les outils pour essayer de voir les propriétés des rotations. Et donc ici, je demanderai à l'élève de voir ce qui se passe lorsqu'il relie le sommet de la figure à l'origine et le sommet correspondant de l'image à l'origine et de voir les mesures et est-ce qu'il y a des régularités qui sortent. Et certainement, on voit qu'ils sont équidistants à l'origine, les sommets correspondants, et que l'angle représente l'angle de rotation. Avec mes nouvelles connaissances, je suis prête à faire la construction sur papier avec un rapporteur et une règle. Et donc, je vais commencer à faire une prédiction. Je vais tracer une ligne du centre d'origine à un des sommets et je vais imaginer une rotation de 90 degrés. Donc, j'imagine que C' sera ici. Et ensuite, je vais le faire avec A. Donc, je trace une ligne imaginaire avec mon doigt, 90 degrés. Donc, AC, le segment sera probablement vers ici et B en haut. Donc, c'est là où je prédis que je vais aller. Ensuite, je commence et je trace un segment au centre de rotation à un sommet. Je vais choisir C en premier. Et je vais tracer un angle de 90 degrés. Donc, je vais mettre la pointe sur le centre de rotation et la ligne de foi sur le segment OC. Et je vais tracer 90 degrés. Ensuite, je vais mesurer, parce que j'ai besoin que ça soit équidistant au centre de rotation. Je vais mesurer la longueur du segment OC, qui est 2,2, et je vais tracer sur la ligne de 90 degrés un point à 2,2, et ceci devient mon C'. Et je continue de la même façon pour tous les sommets. Et voici le résultat. Voilà, rendu à la fin. J'espère que cette vidéo a fait susciter la réflexion quant aux diverses possibilités pour l'intégration et l'utilisation des outils et du matériel de manipulation pour engager et appuyer l'apprentissage de vos élèves. La FEMO, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques, organise des rencontres et offre des ressources pour soutenir l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire et au secondaire en Ontario. La membriété vous permet d'assister aux mini-conférences virtuelles, d'avoir accès à des ressources exclusives et de réseauter avec des experts francophones sur les mathématiques et les stratégies efficaces pour soutenir l'apprentissage des élèves. Nous vous invitons à consulter le site web de la FEMO et à visiter leur page Facebook et Instagram. Merci de votre participation et bonne journée.